Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour me permettre de faire cette présentation aujourd'hui devant vous, aux organisateurs du congrès. Donc, par rapport au titre qui est sur le programme, j'ai un tout petit peu fait des modifications, aussi en accord avec les organisateurs pour correspondre avec le thème, en plein dans le thème. La présentation que je viens vous faire, elle n'est pas tombée du ciel. Je n'ai pas forcément fait mon travail de doctorat sur ces questions, mais l'année passée, j'étais lauréat en fait, du programme de bourse de l'Union européenne, l'Union des associations européennes de football, et j'avais proposé un sujet sur une première élite du football européen, 1904-1956, ou les prémices d'un champ footballistique européen. Alors, le champ footballistique européen, c'était peut-être un peu présomptueux. L'idée, c'était en tout cas d'observer les trajectoires des premiers dirigeants, dont on a déjà mentionné les noms avant, que ce soit Rimet, Meissel. Et je reviendrai sur principalement ces deux acteurs-là. Et donc pour aujourd'hui, vous faire cette présentation, les Coupes de l'Europe centrale, l'histoire de première compétition inter-nation en Europe. Alors, première compétition, oui et non, on a vu qu'il y avait la Coupe. Ces coupes datent grosso modo de 1927. C'est un premier élément que je vous donne. Je vais essayer aujourd'hui, vous allez voir, je vais essayer de remettre des choses un petit peu, non pas par volonté surpédagogique, mais de remettre des choses en place, puisqu'il me semble que ces compétitions, on a déjà entendu parler, mais qu'elles ont une importance au-delà de leur organisation propre pour l'histoire de l'Europe du football. Donc. Et à travers l'étude de la mise en place de ces compétitions, j'aimerais présenter deux éléments. D'une part, dire que mettre en lumière l'histoire de compétitions internationales quand même peu connues, même si la Mitropa Cup est peut-être connue, la Coupe de l'Europe centrale l'est sans doute un peu moins. Et d'autre part, souligner les grands enjeux géopolitiques qui sont effectivement liés au développement du football international européen dès les années 1920. Je reviens sur cette slide-là. Donc ça, c'est un article, une illustration d'un article du journal Lotto qui effectivement essaye de manifester le développement du football. On est à la fin de l'année 1926. Vous verrez que ce mois de décembre 1926, il n'est pas non plus pris là au hasard. En tout cas, l'illustration tombe bien par rapport à une chronologie sur laquelle je vais revenir. Alors vous le savez, au cours de l'entre-deux-guerres, le football connaît un développement, on va dire sans précédent, en tout cas qu'il ne connaissait pas avant, passant en particulier par deux éléments forts, il me semble, c'est la spectacularisation, ou la mise en spectacle dans des stades toujours plus grands avec des affluences qui croissent. Et le deuxième élément clé, et clé aussi pour les deux compétitions dont on va parler aujourd'hui, c'est la professionnalisation de la pratique, ou l'introduction effectivement de la rémunération des joueurs dans différents pays au fur et à mesure de l'entre-deux-guerres, à commencer par l'Autriche en 1924, puis d'autres pays ensuite. La France verra la professionnalisation au début des années 1930, la Suisse également. L'Italie, c'est 1926, mais je vais y revenir tout de suite. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans l'entre-deux-guerres, le football international, et notamment le football européen, est dirigé par une institution internationale qui a vu le jour en 1904, la FIFA, donc on en a déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Et des compétitions de football existent. Il y a les tournois olympiques de football qui sont organisés notamment en 1920, 1924, 1928, qui sont des succès. Si on regarde dans le détail les recettes des Jeux olympiques de 20, 24, 28, le football est très important en termes de recettes. C'est-à-dire que si le tournoi de football ne s'organisait pas, les Jeux olympiques seraient beaucoup plus déficitaires que ce qu'ils ne sont. En outre, vous le savez peut-être, c'est un élément sur lequel je vous pose une première question, parce que je ne sais pas si un jour j'aurai autant de spécialistes du football réunis, mais on sait très peu de choses sur la reconstruction de la FIFA après la Première Guerre mondiale. La date d'intronisation de Rimet est plus ou moins bien connue. Alors des fois, on nous parle de 21, des fois 19. Moi, j'ai noté en tout cas que les trois principaux acteurs de la FIFA dans l'entre-deux-guerres, c'est Rimet, c'est Hirschmann et c'est Seldryers. Un Français, un Belge, un Hollandais. Et c'est aussi les trois pays qui accueillent les Jeux Olympiques en 20, 24, 28. Alors, je ne sais pas s'il faut y voir un lien. La question est ouverte et j'attends vos questions par la suite. Alors, ce qu'il faut donc noter, au-delà de la professionnalisation, c'est effectivement la spectacularisation. Ici, j'ai mis juste un petit extrait d'un article comme ça pour illustrer mon propos. Effectivement, on observe d'une part une spectacularisation du jeu qui passe par une progression du nombre des spectateurs aux grands matchs de football. Ici, on entend grands matchs de football, principalement les matchs internationaux, les équipes nationales l'une contre l'autre. Ici, c'est mon propos. Alors, une des questions que j'ai entendues à la présentation d'avant m'amène à faire tout de suite une précision d'ordre sémantique. Qu'est-ce que j'entends par Europe centrale, ou qu'est-ce qu'on entend par Europe centrale, qu'est-ce que les dirigeants du football de l'Europe centrale entendent par Europe centrale. On en a déjà entendu des choses juste avant.
Et il me semble que, alors au début, cette Coupe de l'Europe centrale, alors point de détail, la Mitropa Cup, c'est la compétition pour les clubs, vous le savez sans doute. La Coupe de l'Europe centrale, ou International Cup, c'est la compétition pour les nations. C'est d'ailleurs cette seconde compétition qu'on connaît moins. Et cette Coupe de l'Europe centrale rassemble à ses débuts l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Italie et la Suisse. Une composition qu'elle va conserver pendant les 5 premières éditions, soit toutes les éditions de l'entre-deux-guerres. La composition est fixe. L'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Italie et la Suisse. La compétition pour les clubs, la Mitropa Cup, elle, ne va pas voir une composition aussi stable. Au contraire, il va y avoir des fluctuations, j'y reviendrai. Cependant, ce groupement sportif, compétitif, ne constitue pas une copie sportive, ou ici footballistique, d'une Europe centrale politique de la fin des années 1920. De fait, l'Europe centrale politique est très difficile à appréhender en raison de l'imprécision, de l'instabilité de ses frontières. Il n'y a pas une entité politique qui regrouperait les pays d'Europe centrale, ça n'existe pas. Et en outre, elle va être secouée par des soubresauts géopolitiques très nombreux. Et finalement, si je voulais vous dire ce qu'est l'Europe centrale, c'est finalement la région qui est située en gros entre Vienne, Prague et Budapest, du point de vue footballistique, puisque les championnats nationaux autrichiens, hongrois, tchécoslovaques, c'est quasiment que des équipes de ces 3 villes. Je ne donnerai pas de pourcentage, je me suis amusé à faire ces pourcentages, mais disons c'est principalement des clubs viennois qui dominent le football autrichien, des clubs de Prague, de Budapest, respectivement pour la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Et juste pour donner une première citation, comme le mentionne l'historien Georges Castellan, l'Europe centrale n'est ni une région géographique aux frontières bien définies, ni une structure immuable de l'histoire. Au contraire, elle fluctue. Et du reste, l'Italie est membre de cette Coupe de l'Europe centrale d'emblée. Alors l'Italie, elle s'intègre à cet ensemble en raison de son volontarisme sur le plan économique, notamment vis-à-vis de l'Autriche, qui lui sert de grenier à blé, et de la Hongrie pour les mêmes raisons, dès la fin des années 20. Il y a notamment un système économique qui est mis en place d'importation-exportation de matières premières entre l'Italie et les pays d'Europe centrale. Raison pour laquelle l'Italie s'agrège tout de suite au projet. Une des raisons pour laquelle l'Italie s'agrège au projet. Un mot juste sur les archives qui me permettent de faire ces précisions et de faire cet exposé. Évidemment, je citerai en premier les archives de la FIFA, les procès-verbaux des congrès, du comité exécutif, les rapports du secrétaire, les bulletins officiels, qu'avec mon collègue Philippe Vonard, on a dépouillé dans leur entièreté, on l'espère. Les correspondances nationales aussi, les correspondances entre dirigeants qu'on peut retrouver, les statuts sur lesquels je reviendrai. J'ai aussi dépouillé les archives du CIO, moins importantes quantitativement, mais néanmoins fondamentales. Mais aussi, et c'est une source parfois on passe un peu à côté, ce sont tous les ouvrages commémoratifs publiés par les fédérations au fur et à mesure de leur histoire, pour leurs 10 ans, leurs 15 ans, leurs 25 ans, leurs 50 ans, etc. On a une masse de documents là, souvent inexploités et souvent très riches pour appréhender presque l'actualité du football. Alors, si vous deviez retenir qu'une chose de ma présentation, c'est ça. C'est ces 2 séquences-là, et c'est ces 2 séquences qui font que peut-être les coupes de l'Europe centrale, par rapport aux coupes balkaniques ou à la coupe latine, sont peut-être plus importantes. Alors, je dis ça comme ça, un peu peut-être de manière présomptueuse, mais pourquoi ? Parce que la mise en place de ces compétitions en Europe centrale, la chronologie est liée à la mise en place de la compétition qui finalement va dominer et s'imposer, c'est la Coupe du Monde. Ceci rend finalement ces compétitions d'autant plus intéressantes. Et on a donc 2 séquences chronologiques qu'on va voir maintenant successivement. 1926-1927, où les projets de compétition sont discutés, puis mis en œuvre dans le cadre de l'Europe centrale, alors que la discussion continue pour la Coupe du Monde, jusqu'à 1930-31, où la FIFA, donc, comme vous le savez, met en place la Coupe du Monde, sa première Coupe du Monde en 1930. Mais en 1931, il y a un autre changement majeur, c'est que, vous le savez peut-être, la FIFA est touchée par la crise économique de 1929. L'ancien secrétaire, le Hollandais Hirschman, a fait un peu des malversations. En tout cas, il n'avait pas de distinction entre l'argent de la FIFA et son argent propre, ce qui fait qu'il a dilapidé de l'argent. Il est remplacé, on décide du coup de le remplacer par un secrétaire fixe qui va être rémunéré pour son emploi auprès de la FIFA. Il y a une personnification civile qui est faite en Suisse au moment de la fixation du siège à Zurich. Et Hugo Meissel candidate. Hugo Meissel, le promoteur, on a retrouvé la candidature d'Hugo Meissel. Hugo Meissel candidate pour ce poste, mais il n'est pas choisi. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Ce qu'il faut retenir encore, et finalement les 3 présentations de cet après-midi soulignent ça, c'est que dans l'entre-deux-guerres, l'autre élément fondamental à retenir, c'est la régionalisation du jeu,
qui va aussi faire l'objet de discours journalistiques assez fournis. Alors moi, j'ai pu consulter par contre la presse française, Xavier, et il est finalement aussi peu fait état des résultats de l'Europe centrale. Néanmoins, on en parle, mais on en parle surtout du point de vue de la France pour savoir est-ce qu'on est meilleur ou moins bon qu'eux. Donc c'est comme ça qu'on en parle, et justement on s'interroge sur le jeu latin, sur classe-t-il actuellement le football de l'Europe centrale. La question est posée en 1930. Les années 1930, si on regarde la composition de la Coupe de l'Europe centrale sera clairement plus forte que le jeu latin, si tant est que l'Italie fait partie de l'Europe centrale et ne fait pas partie du jeu latin. Donc là aussi, encore une fois, les questions de définition sont fondamentales. Alors, si j'en viens à ma première séquence, que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est, alors que donc je l'ai dit, la FIFA se réorganise lentement au début des années 1920. Le premier congrès d'après-guerre n'est organisé qu'en 1923. Le concept d'une compétition internationale dans les premiers statuts de la FIFA n'est relancé qu'au cours de l'année 1926. Il y a eu des articles avant, notamment dans la presse autrichienne, qui essayaient de lancer ça, mais la vraie date qu'il faut retenir serait 1926. Et l'Autriche, alors, qui vient de restructurer sa propre association nationale, mène des discussions et va rassembler les protagonistes d'une potentielle compétition en Europe. Et une conférence se tient à Prague le 18 novembre 1926. Au cours de cette conférence, le nouveau secrétaire général de l'association nationale autrichienne, Hugo Meissel, réunit les dirigeants hongrois, les dirigeants tchèques, avec qui il a des relations soutenues, notamment parce qu'il est aussi secrétaire général de l'association viennoise de football, puisque ça existe à cette époque-là, qui a des relations avec l'association pragoise et l'association de Budapest. Et il associe aussi l'Italie, tout de suite. Et donc il y a une conférence qui a lieu à Prague au mois de novembre 1926, où les 4 pays, donc la Suisse n'y est pas pour l'instant, les 4 pays décident de se lancer. Simplement, ils ont un problème, c'est que la FIFA est l'institution qui gère le football mondial et européen, et la FIFA, elle a des statuts. Là, je vous ai mis l'exemplaire de 28, mais en 26, les statuts sont identiques à ça. Et donc, dans ces statuts, elle prévoit à l'article 20 que la fédération, la FIFA, donc revendique pour elle-même le droit unique d'organiser un championnat international. L'organisation des compétitions internationales est conditionnée à l'autorisation de la fédération. Donc très bien, à Prague, ils se sont réunis, ils sont d'accord, il faut faire une compétition. Il faut faire une compétition aussi parce que les 4 pays, sont passés au professionnalisme, et les joueurs, il faut les occuper. Et en même temps, le professionnalisme, ça coûte cher. D'emblée, les articles qu'on peut lire sur la mise en place du professionnalisme à l'époque, c'est que ça coûte cher et il faudrait faire plus de matchs pour que les caisses se remplissent, et donc on décide de faire aussi des matchs internationaux pour les clubs et pour les pays, en sachant que quand c'est pour les pays, c'est les fédérations qui récupèrent un pourcentage sur les recettes. Quand c'est les clubs eux-mêmes qui récupèrent aussi un pourcentage. Et donc, fort de cette décision d'aller présenter leur projet à la FIFA, ils sont donc amenés à le présenter à la réunion du 10 décembre 1926, une réunion qui se déroule à Genève, où Hugo Meissel est chargé de venir présenter ce projet de compétition en Europe centrale. Projet qui associe donc tout de suite les clubs et les nations. Les clubs, c'est plus évident puisque la FIFA, a priori, est moins directement impliquée, c'est moins clair. Pour les nations, il faut que la FIFA dise oui, il faut qu'elle avalise les statuts de la nouvelle compétition. Pour les clubs, c'est moins clair. Donc, ce qui se passe à l'occasion de ce comité exécutif de la FIFA, c'est que la FIFA se montre intéressée par le projet, mais elle est relativement, en tout cas, Jules Rimet et d'autres sont relativement peu favorables à l'idée que ça se crée en dehors de la FIFA. Et donc, suite à cette réunion de décembre, la FIFA décide non pas d'avaliser les statuts de la nouvelle compétition, qu'il refuse, en tout cas qu'il laisse de côté, mais il décide de consulter l'ensemble des associations membres de la FIFA sur leur intérêt ou pas à organiser, ou en tout cas à participer, une compétition internationale en Europe et donc aussi plus largement. Et donc un questionnaire qui est rédigé par Hirschman, qui est alors toujours encore secrétaire trésorier exactement, envoie donc un questionnaire à l'ensemble des associations nationales de membres de la FIFA qui répondent les unes après les autres. Alors le questionnaire, je ne l'ai pas retrouvé, il n'est pas dans les archives de la FIFA, les réponses non plus, mais quand on consulte les presses nationales, on se rend compte que dans chacune des presses nationales, il est fait mention des réponses des différents pays. Alors en France, on est plutôt favorable à l'idée d'une compétition, mais on se dit peut-être qu'une compétition européenne, c'est plus faisable, une compétition mondiale, c'est peut-être un petit peu encore ambitieux.
En Suisse, on hésite parce que les Anglais apparemment seraient contre, alors qu'évidemment en Europe centrale, vous imaginez, en Autriche, en Hongrie, on est très clairement favorable à cette compétition qui est portée par ces pays-là. Suite à ça, la FIFA, donc, lisant ces comptes rendus des différentes associations, décide l'organisation d'une commission qui devra réfléchir à l'organisation d'une compétition internationale. Cette commission se réunit pour la première fois le 4 et 5 février 1927, donc on est toujours dans la succession vraiment quasiment au jour le jour du projet. Hugo Meissel est membre de cette commission, il est membre de cette commission avec Henri Delaunay aussi, qui sera lui plus célèbre après dans les années 50 pour sa participation à la mise en place de l'UEFA, mais il est déjà là aussi. Et donc on a bien une discussion sur un projet ou des projets qui sont ceux d'une Coupe de l'Europe et d'une Coupe du Monde. Donc on voit bien que la FIFA, en l'espace de quelques semaines, a mis la main sur l'idée de Meissel et essaye d'attirer ça à lui. Je dirais entre parenthèses que Meissel, c'est peut-être pas la personne qui est la personne la mieux vue à la FIFA, non pas à cause de son adhésion au professionnalisme ou de son volontarisme en termes de professionnalisme dans le football, mais en raison de certaines prises de position qui favoriseraient justement l'émergence d'un régionalisme, là où la FIFA est peut-être plus sur une position universaliste, le football partout dans le monde, alors que Meissel, lui, il est peut-être plus pragmatique, ce qu'on disait avant, où du coup il regarde les choses concrètement, et que faire une compétition entre 5 pays, c'est plus facile qu'entre, disons, 40 pays à ce moment-là. Mais toujours est-il que la commission se réunit, donc le 4 et 5 février, et 3 propositions sont faites. Je ne reviens pas dessus. Il y a une proposition qui verrait l'organisation d'une Coupe du Monde. Il y a une proposition qui verrait l'organisation d'une Coupe du Monde et d'une Coupe de l'Europe, selon des temporalités différentes. Et la 3e proposition, elle propose 2 compétitions, une pour les pros, une pour les amateurs. Donc on voit bien encore l'actualité aussi de la question de professionnel ou pas, c'est encore important. À l'époque, en Europe centrale, on est clairement sur le professionnalisme et donc on ne voit pas vraiment l'intérêt de, en plus, favoriser l'émergence d'une compétition amateur. Alors, ce qui se passe, c'est que suite à cette réunion, je vais rester là-dessus, suite à cette réunion, la FIFA dit ok, donc on prend acte de ces 3 propositions, on va les soumettre au congrès qui doit se dérouler à Helsingfors en Norvège au mois de juin 1927 et on prendra une décision à ce moment-là. Dans l'intervalle de temps, Meissel, lui, il n'est pas tellement content. Son projet, il est toujours dans les tiroirs. Et en outre, au congrès de 1927, la FIFA décide de ne pas décider et de ne rien décider, puisqu'elle sent très bien que l'Europe centrale est déjà prête à organiser sa compétition, alors que elle, la Coupe du Monde, elle ne va pas pouvoir la faire en quelques mois. Alors qu'en Europe centrale, Meissel, tel qu'il a construit le projet et impliqué les gens, c'est quasiment faisable dans un intervalle de quelques semaines, de quelques mois, disons. Et finalement, la FIFA ne décide rien au congrès de 1927, sauf de continuer à discuter et à réfléchir et de prendre une décision l'année suivante. À l'époque, les congrès sont annuels, en 1928. Meissel, évidemment, n'est pas extrêmement satisfait de la chose. Et ce qui se passe, ce qui est intéressant de noter finalement, c'est que ce n'est pas Meissel, mais c'est la Fédération italienne de football qui reprend la main au courant de l'été 1927, lors d'une réunion qui est organisée à Venise les 17 et 18 juillet 1927. Et on retrouve à le retour des représentants de l'Italie, notamment le vice-président de la fédération Ferretti, le secrétaire Zanetti, mais aussi Giovanni Mauro, des dirigeants autrichiens, tchécoslovaques, hongrois et yougoslaves. Donc là, les yougoslaves sont maintenant rentrés dans le cercle de l'Europe centrale, preuve que les frontières peuvent fluctuer. Et au cours de ces 2 jours de discussion, le premier jour, on va mettre en place la compétition entre les clubs, qui va s'organiser dans la foulée. On est en juillet, la compétition aura lieu dès la fin du mois d'août. Mais, et ce qu'on oublie souvent, et ce que l'historiographie a parfois un peu omis, c'est que dans le même temps, le lendemain, donc le 18 juillet, on discute de l'organisation d'une compétition internationale entre équipes nationales. Et on met même en place un comité d'organisation de cette compétition, qui va donc devenir The International Cup, la Coupe de l'Europe centrale ou Coupe internationale. Mais l'appellation Coupe de l'Europe centrale me semble plus juste aussi dans son acception française telle que j'ai pu la consulter dans les sources. Alors, dès la fin de l'été 1927, comme je l'ai dit, la compétition pour les clubs met aux prises les équipes suivantes. Il y a les équipes de Prague, de Vienne, de Belgrade, de Budapest, de Vienne, encore Split, Prague, Budapest. Donc vous voyez qu'on est très très centré toujours sur Vienne, Prague, Budapest et quelques autres villes qui participent. Mais on met en place aussi la Coupe de l'Europe centrale. Et donc, on a déjà 4 rencontres internationales qui vont se dérouler
au cours de l'automne ou avant la fin de l'année 1927. Et donc la compétition internation est aussi déjà lancée. Alors, il est intéressant de noter que la Mitropa Cup donc, va devenir une sorte de compétition d'été ou de fin d'été. Si on regarde au début, elle est d'ailleurs plutôt une compétition de fin d'été qui commencerait, on va dire, fin du mois d'août, et les finales qui se déroulent fin octobre, début novembre, donc dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un début de saison. Mais que l'autre élément à prendre en compte, je fais juste une parenthèse, vous le savez sans doute, c'est un point aussi à garder en tête, c'est que l'introduction du professionnalisme dans la plupart des pays correspond aussi à l'avènement d'un championnat national au sens où toutes les équipes s'affrontent. C'est plus des championnats régionaux qui sont mis les uns à côté des autres, il y a un championnat national. Donc une organisation plus stricte, ce qui va amener finalement la professionnalisation successive des différentes associations nationales de football européennes va redécaler la Mitropa Cup vers l'été, qui va devenir franchement une coupe d'été, dont les finales auront lieu à partir de 1933, auront lieu dans la première quinzaine de septembre, en tout cas grand maximum au 15 septembre. C'est devenu donc une compétition d'été. Face à cela, je vais juste reprendre mes statistiques. La Coupe de l'Europe centrale, elle, va se dérouler sur plusieurs années. Alors, j'ai fait un pointage des matchs. Je ne vais pas vous lire tous les résultats, rassurez-vous. Donc la première édition, elle se déroule quand même sur 4 ans. Elle est étalée de 1927 à 1930 pour la Coupe de l'Europe centrale entre nations. Elle dure 4 ans. Il est intéressant de noter que si pour la Mitropa Cup, comme je l'ai dit avant, il n'y a pas besoin d'avoir d'aval de la FIFA, pour la Coupe de l'Europe centrale, oui. Et comme je vous l'ai dit avant, la FIFA n'a pas donné son accord. Ce qui fait que quand vous allez regarder les listes officielles de matchs, les matchs qui sont dans la Coupe de l'Europe centrale pour les pays qui y participent ne sont pas des matchs officiels. Ce sont des matchs amicaux. Donc c'est un point important simplement. Quand on va regarder dans les livres commémoratifs des nations qui participent à la Coupe de l'Europe centrale, eux, ils voient bien une compétition, preuve en est, ils inscrivent à la fin des classements avec des différences de buts, des nombres de points, un match aller-retour, etc. Donc, une première édition a lieu entre 1927 et 1930. Ce qui m'amène donc à la deuxième séquence importante, 1930-1931, je vais terminer là-dessus du coup. C'est que la FIFA donc, continue à discuter en 1928 à son congrès, mais ne prend toujours pas de décision à propos de la Coupe de l'Europe centrale. D'ailleurs, elle ne prendra jamais de réelle décision à ce propos et ça ne deviendra pas vraiment une compétition officielle, en tout cas dans la durée de l'entre-deux-guerres. Après la guerre, ce sera autre chose. Mais en 1928, on continue à discuter de l'organisation de la Coupe du Monde, dont l'organisation est fixée au congrès de 1929. Donc il y a effectivement du temps qui s'est étalé. La FIFA qui continue à ne pas reconnaître la compétition internationale d'Europe centrale, mais qui met en place son projet de compétition de Coupe du Monde. Alors que même la presse, c'est un exemple parmi d'autres, mais j'aurais pu multiplier les exemples, elle est plutôt du même avis qu'un certain nombre d'associations nationales. On est plutôt dans l'idée de faire plutôt un championnat d'Europe. La Coupe du Monde, ça paraît difficile. Et l'organisation, en plus, en Uruguay, complexifie la chose. Je vous le rappelle, il n'y a que 4 nations européennes qui participent à la première édition de la Coupe du Monde en Uruguay en 1930. Dans l'intervalle, la FIFA, elle joue plutôt la carte de l'universalisme. On le voit aussi dans le changement du logo entre 27 et 28. C'est de l'ordre du détail, mais ça parle pourtant, puisque vous voyez, en 27, c'est que, entre guillemets, un globe qui représente l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Et on ajoute un deuxième globe en 1928. Mais vous savez aussi, et je vais terminer du coup là-dessus, la FIFA, elle ne reconnaît pas la Coupe de l'Europe centrale, mais pourtant elle en vit. Et j'ai aussi pu consulter, parmi les archives que j'ai eues, toutes les données économiques, financières de la FIFA, qui sont extrêmement intéressantes. Et là, on peut voir vous savez que la FIFA aussi, dans ses statuts, a mis en place, elle prélève 2%, enfin d'abord 1%, puis 2% sur les recettes. C'est comme ça qu'elle vit. Donc elle ne reconnaît pas la Coupe de l'Europe centrale, mais elle a un intérêt à ce qu'elle soit organisée, puisque si on joue beaucoup de matchs, et qu'on joue beaucoup de matchs en Europe centrale, là où le professionnalisme est en place, là où le nombre de spectateurs est important, les recettes augmentent. Et si vous regardez là ces comptes pour l'année 1931, vous vous rendez compte que si on compte Alors la première place des Pays-Bas, ici, c'est un peu tronqué, parce que suite à l'affaire Hirschman, je vous ai dit que Hirschman il a dilapidé l'argent de la FIFA parce qu'il avait mis ça sur son propre compte et qu'il avait fait des placements hasardeux au moment du crash de 29, les Pays-Bas se sentent du coup redevables envers la FIFA. Ils organisent plusieurs matchs
officielle pour renflouer les caisses de la FIFA. C'est pour ça qu'ici, on a les Pays-Bas qui sont en tête. Mais sinon, parmi donc les trois autres premiers, Pays-Bas mis de côté, on se rend compte que l'Italie vient en tête, le Danemark en deuxième position donc, de ces pays hors Pays-Bas, et l'Autriche est troisième. Donc l'Europe centrale, finalement, participe de la richesse de la FIFA dans l'entre-deux-guerres. Je vais m'arrêter là, du coup. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. On va donner la parole aussi à l'assistance. Des précisions. Moi, j'avais juste deux petites questions. Est-ce que, quand tu as consulté la presse française, tu as vu des choses sur Hugo Meisel et comment, en fait, la presse française envisage ou parle de Hugo Meisel? Et la seconde chose, est-ce que la presse française s'intéresse à la Mitropa Cup? Alors, pour répondre à la question, l'intérêt pour Hugo Meisel, oui. J'en veux pour preuve un article du journal Football, sauf erreur. Enfin, c'est même plusieurs articles sur plusieurs numéros qui suivent, c'est au moment d'un match entre, je crois que c'est l'Angleterre qui va jouer en Italie, au début des années 30, en 33. Et à ce moment-là, donc l'Angleterre qui à l'époque est dirigée par Chapman, qui vient de prendre l'équipe nationale, qui va donc jouer contre Pozzo, qui est l'autre grand sélectionneur, et Meisel est présent. Et en fait, le football titre en une les trois Napoléons du football enfin réunis. Et il y a un article qui fait, je sais pas moi, peut-être sur 3 numéros, qui doit faire une vingtaine de colonnes, où sont étudiées en fait les différentes tactiques des différents sélectionneurs, etc. Donc il y a un intérêt pour lui, mais il n'est pas continu non plus. C'est pas, c'est pas. Mais on peut pas dire qu'on s'intéresse pas à ça. Et les résultats des matchs sont commentés parfois assez largement en fait. Alors c'est pas un intérêt hyper développé non plus. Mais on a parfois une colonne, donc tout un bord, selon le format du journal, qui revient sur les résultats de la Mitropa Cup et de la Coupe de l'Europe centrale, en fait. Maintenant, par rapport à toutes les compétitions régionales qui existent, je ne dirais pas qu'il y a un intérêt plus grand pour l'Europe centrale par rapport à la Coupe balkanique ou par rapport à la coupe à d'autres compétitions. Il y a aussi la Coupe nordique qui, des fois, réapparaît, en fait, au détour d'un article. Mais c'est peut-être un petit peu plus important, mais ça n'en fait pas un intérêt médiatique majeur. Je ne sais pas si vous connaissez les ouvrages importants de Roman Horak, Matthias Marschak et surtout Dietmar Dahlmann sur Hugo Meisel et la création de la Mitropa Cup. Vous les connaissez? Oui. Oui. J'ai l'impression que Meisel a essayé de conserver, de sauvegarder l'héritage de la monarchie danubienne. C'est le projet de Mitteleuropa, forcé par un Autrichien qui a l'intention de conserver cet héritage culturel de la monarchie passée. Je suis entièrement d'accord avec vous. Enfin, disons, je partage ça. La plupart des biographies de Meisel en fait font état de ça. Par exemple, l'article que je citais avant, qui le place comme un Napoléon du football, parle en fait justement de sa position à lui. En fait, et justement, la première colonne est justement un rappel de l'histoire, en fait, où chacun des trois sélectionneurs sont replacés en fait dans leur respectivement. Alors, c'est moins vrai pour Pozzo, mais Chapman et Meisel dans leurs empires à eux, en fait, où ils ne seraient plus uniquement des sélectionneurs de leur nation, mais ils capitaliseraient autour d'eux en fait des choses. Donc Chapman serait aussi l'Écosse pour le jeu écossais. Et disons, il y a une dimension comme ça qui est un peu supranationale dans ces acteurs en fait du football, qui fait qu'ils sont difficilement. Enfin, Meisel est autrichien, mais il est plus qu'autrichien en fait. Il porte en fait justement quasiment à lui tout seul l'identité en fait de l'Europe centrale, telle que lui l'imagine en fait. Mais je pense qu'il y a aussi, et de sa part, mais je vais peut-être un petit peu trop loin, il y a une volonté d'entrer plus à la FIFA aussi. Enfin, que l'espace géographique qu'il représente soit plus présent. Et il échoue puisque sa candidature est repoussée en 1931 et qu'après, finalement, il va plutôt rester dans une position secondaire. Il ne va plus essayer de continuer. Il prend ça comme un camouflet quand même, parce qu'il se voyait bien secrétaire général de la FIFA, mais
on préfère un fonctionnaire plutôt qu'un dirigeant. C'est dans ces termes-là qu'on justifie en fait sa non-sélection. C'est qu'on a besoin d'un fonctionnaire, pas d'un dirigeant, quoi. Mais oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un héritage en fait des anciens empires, mais qu'en même temps, tout ça n'est possible que parce que les empires ont disparu. En fait, c'est le deux logiques, c'est aussi l'émergence de toutes ces nations qui rend possible tous ces affrontements et donc toutes ces compétitions et finalement cette création d'une Europe du football, quoi. Pas d'autres questions? Moi, je vais poser Oui. deux questions. J'ai le micro. Dans votre exposé sur la FIFA, il me semble qu'il y a des éléments qui manquent, à savoir la présence des pays sud-américains. On a l'impression qu'il n'y a que les Européens. Alors c'est vrai que dans le comité exécutif, il y a essentiellement des Européens par un Uruguayen. Et donc, il y a quand même aussi des pays africains comme l'Égypte, etc. Donc la décision de l'universalisme, de choisir l'universalisme, et un universalisme assez français, puisqu'il est incarné par Delaunay, et c'est lui qui porte le projet, finalement, il rend compte aussi de cette géopolitique particulière de la FIFA dès les années 1920. Et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis la deuxième question, c'est juste un point de détail sur les revenus de la FIFA en 1921. En fait, Hirschman ne perd pas son argent lors du krach boursier de 1929, mais dans la dévaluation de la livre en septembre 1931. Donc les chiffres me paraissent un peu bizarres pour les Pays-Bas parce que en fait les Pays-Bas et me semble-t-il la Belgique renflouent la FIFA en organisant un match international en 1932. Donc je ne sais pas si Il me semblait, en reprenant, il me semblait qu'il y avait déjà un match tout à la fin de l'année 31, mais c'est peut-être une erreur de ma part. J'ai pas. Mais sur la première question, oui. Alors la FIFA est plus qu'européenne en fait. Et les discussions ne sont pas, disons, uniquement centrées là-dessus, mais enfin, vous avez peut-être constaté ça. Moi, je me suis toujours interrogé, c'est que le représentant de l'Amérique du Sud, il est souvent absent dans les réunions du comité exécutif. En fait, il est souvent marqué excusé ou même juste absent. Et si on regarde en fait aussi, si on regarde ce tableau, il est plus, mais le tableau en fait des recettes, ben il faut descendre à la ligne. J'ai regardé avant, il faut descendre à la ligne 20 pour voir les contributions d'un pays non européen en fait. Donc il y a une volonté d'universalisme français, vous l'avez souligné aussi par ailleurs, mais il me semble qu'elle est de fait, elle existe de par la structure en fait de la fédération et finalement de la faible implication dans la vie pratique des autres qui sont là, mais qui finalement ne pèsent pas ou n'osent pas encore peser en fait.